Étienne Collin, bonjour. Et alors Étienne Collin, avocat, spécialiste du Code du travail. On va parler de l'actualité. Le ministre du Travail a dit qu'il allait geler les seuils sociaux de 10, 50 et jusqu'à 100 salariés pour faire des économies. Et le patron du MEDEF dit que ça va faire 4% d'économies, que ça va permettre de créer des emplois. Je ne comprends pas comment on décompose ces 4% d'économies en gelant les seuils, parce que je ne pense pas que l'obligation d'afficher les issues de secours de l'entreprise fasse autant d'économies que ça. La première chose, c'est qu'il faudrait d'abord savoir ce dont on parle. Une fois, on nous parle de suspension, une fois de gel, une fois de remise en cause des seuils sociaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, suspension des seuils sociaux. Est-ce qu'il s'agit de les reporter, de les élever? Je rappelle qu'ils sont à 11 salariés pour le délégué du personnel, à 50 pour le comité d'entreprise et le CHSCT. Est-ce qu'il s'agit de les remonter à 75 salariés, comme c'est demandé pour le comité d'entreprise? Auquel cas, c'est une remise en cause des seuils, une remise en cause de la représentation du personnel. Mécaniquement, ça recule et ça fait baisser le nombre d'entreprises qui sont couvertes par une représentation du personnel. Alors, il y a d'autres seuils, c'est ceux auxquels vous faites allusion et auxquels fait allusion la majorité, qui sont des seuils qui entraînent des obligations fiscales et sociales, qui sont assez nombreuses et qui permettraient vraisemblablement de faire des économies. Mais j'ai cru comprendre que la pression très forte du MEDEF, c'est une vieille antienne du MEDEF, hein, la remise en cause des seuils sociaux, j'ai cru comprendre que cette revendication, elle portait vraiment sur la représentation du personnel. Ce qui est dans le collimateur, c'est la présence des délégués du personnel, du comité d'entreprise, du CHSCT et des obligations de négocier, des obligations de négociation collective. Et ça, effectivement, je ne vois pas du tout ce que ça peut apporter, sinon de remettre en cause le budget auquel a le droit le comité d'entreprise par la loi, c'est-à-dire 0,2% minimum de la masse salariale brute. Donc ce sont des économies qui ne sont pas colossales pour les entreprises. On est loin de 4% avec 0,2 déjà. Je ne sais pas d'où sort ce 4%. Mais l'objectif qui est annoncé aujourd'hui, ce serait de dire que ça créerait de l'emploi. Et c'est là-dessus qu'on est en complet désaccord. On pense que ça ne crée absolument pas l'emploi. Il y a une enquête qui est parue, il y a une enquête de l'INSEE importante qui date de quelques années, et la plus récente, et qui nous enseigne qu'il n'y a aucun effet de seuil observable au fait de retenir des seuils à 11 et à 50 salariés quant au développement des entreprises. Donc c'est quelque chose que nous contestons tout à fait. Alors ce que dit le ministre, c'est qu'on va geler les créations de nouveaux comités d'entreprise jusqu'à 100 salariés pendant 2 ans pour voir si ça marche. Mais est-ce qu'on n'est pas tout à fait fondé à croire qu'en France, ce qui est provisoire devient définitif et qu'on va perdre la représentation du personnel en dessous de 100 salariés? C'est évidemment une inquiétude qu'on a à chaque fois dans ce pays comme ailleurs, d'ailleurs, sur des réformes aussi emblématiques, aussi, sur des points du droit aussi essentiels qu'on suspend, qu'on crée des mesures qu'on prétend expérimentales. Généralement, on ne revient pas dessus. Ça voudrait dire, il faut imaginer, ça voudrait dire que toutes les entreprises qui ont franchi le seuil de 50 salariés, si on revenait sur le dispositif, seraient tout d'un coup astreintes à la mise en place d'un comité d'entreprise. Si on interrompait la suspension, ce n'est pas très crédible. Et évidemment, le risque qu'on craint tous, c'est que ce soit une expérimentation qui se traduise comme souvent par une solution définitive. Alors une autre conséquence qui me semble gravissime, c'est que depuis la loi d'août 2008, on mesure la représentativité des organisations syndicales par les élections aux élections professionnelles. Bon. Si on gèle ces seuils-là, et admettons qu'il y a un raz-de-marée de passage à 50 et plus de salariés, comment on va mesurer la représentativité syndicale s'il n'y a plus d'élections professionnelles comme instrument de mesure? Alors je crois que là vous touchez l'un des points essentiels du sujet dont on ne parle jamais. On parle uniquement de la remise en cause immédiate des représentants du personnel. On pourra en reparler, c'est important, la remise en cause des CE, des CHSCT pour les conditions de travail notamment. Mais il y a une dimension essentielle, c'est que depuis la loi de 2008, vous l'avez dit, la représentativité des organisations syndicales est assise sur le vote des salariés au premier tour des élections professionnelles. Si on reporte le nombre de salariés à compter duquel on est obligé d'organiser ces élections, on fait reculer d'autant l'obligation d'organiser des élections professionnelles, on fait reculer d'autant la présence syndicale dans les entreprises, puisque pas d'élection, pas de représentants du personnel, pas de possibilité de calculer la représentativité syndicale, donc pas de délégués syndicaux. Et donc là, je crois qu'on touche le paradoxe suprême de cette annonce, c'est qu'à une époque où on ne jure plus que par le dialogue social, où on invoque en permanence la nécessité de dialoguer dans les entreprises et de valoriser le dialogue social par opposition à ce que serait la loi arbitraire et générale qui ne serait pas adaptée au tissu des entreprises, on ferait reculer dans le même temps massivement
le dialogue social et toute possibilité de négociation collective dans les entreprises. Et ça, c'est complètement invraisemblable. C'est un front renversé par rapport aux objectifs qu'on affiche. Alors il arrive un moment où on ne comprend plus rien quand on lit les propositions du MEDEF qui datent de lundi matin, 15 septembre. On voit suppression de 2 jours fériés, allongement de la durée hebdomadaire du travail, travail généralisé le dimanche, suite à négociation avec les partenaires sociaux. Mais s'il n'y a plus de partenaires sociaux, on va négocier avec qui ? L'idée, c'est de négocier au niveau plus large, au niveau de la branche ou de l'interprofession, je suppose. Mais en tout cas, le MEDEF est notamment son président, est dans une contradiction totale. Un coup, il salue le gouvernement et son social-libéralisme. Le lendemain, il tombe dans une provocation totale, parce que là, c'est de la véritable provocation, notamment à la veille de la négociation sur les seuils sociaux. Ça ne va pas faciliter la négociation. On est dans une provocation totale. Et puis, il y a une autre contradiction pour le patronat. Et ça, j'insiste également là-dessus. Depuis le début des années 80, la négociation dans l'entreprise est devenue une négociation de gestion, une négociation qui permet d'avoir beaucoup de souplesse dans l'organisation du travail. Ça a une conséquence directe, c'est que les employeurs sont devenus demandeurs à la négociation. Ils ont besoin d'interlocuteurs syndicaux pour annualiser le temps de travail, pour mettre en place le travail par cycle, les forfaits jours et aujourd'hui négocier les PSE. Sans interlocuteurs syndicaux, on n'a pas accès à ces outils de souplesse. Donc il y a un paradoxe complet qui n'est jamais dénoncé par le patronat et je m'étonne de ce silence. C'est que nous, on constate très souvent dans notre activité que nombre d'entrepreneurs de petites entreprises se plaignent de ne pas avoir d'interlocuteurs syndicaux pour pouvoir accéder à ces outils de souplesse dans l'entreprise. Remettre en cause la représentation. Petites entreprises. Bien sûr, tout le temps, quotidiennement. Remettre en cause la présence syndicale à 75 salariés, de la faire passer de 50 à 75 par exemple demain, ça veut dire que toutes les entreprises de moins de 75 salariés n'ont plus accès à l'annualisation, à la modulation, au forfait, à la négociation du PSE. Et je suis absolument convaincu qu'il s'agirait d'un cadeau véritablement empoisonné pour le patronat. Alors on a eu le patron de l'UPA alsacien sur le salon de Strasbourg qui nous disait, moi je suis boulanger, donc j'ai une boulangerie et des dépôts de pain. Donc j'ai voyé d'un mauvais œil l'obligation, quand j'avais passé 10 salariés, de faire des élections délégués du personnel. Mais je me suis vite rendu compte que, étant derrière mon fournil et mettant les baguettes au four, j'avais du mal à savoir ce qui se passait sur les différents sites dans lesquels je vendais du pain. Donc le délégué du personnel, pour moi, est indispensable parce que je ne peux pas passer mon après-midi, alors que j'ai commencé à travailler à 3 ou 4 heures du matin, à aller faire le tour pour voir comment se passent les choses. Donc effectivement, un délégué du personnel, ça me sert à savoir comment ça se passe. Est-ce que les clients sont contents? Est-ce que les produits vont bien? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses à faire? Et le délégué du personnel, c'est aussi ça. C'est le lien entre les salariés éclatés et le patron qui, quelquefois, dans les toutes petites entreprises, est au même rang que ses compagnons, à savoir, celui-là était au fournil, mais d'autres peuvent être à la clé à la plomberie ou à la truelle dans la maçonnerie, en étant sur les chantiers. Donc je ne comprends pas cette obstination à vouloir supprimer les interlocuteurs du dialogue social. Bien évidemment, et l'UPA, il faut rappeler que l'UPA, c'est des petites entreprises artisanales. L'UPA a compris ça depuis très longtemps et je ne suis pas du tout surpris que l'UPA ait un discours qui soit beaucoup plus prudent par rapport aux seuils sociaux. L'UPA avait signé en 2003 un accord sur le dialogue social prévoyant une instance de financement du dialogue social assise sur la masse salariale des entreprises spontanément. Et c'est le MEDEF qui, pendant des années, s'est opposé par tous les moyens à l'extension de cet accord qui aurait permis de créer une source de financement du dialogue social dans les petites entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Donc les artisans, les petits entrepreneurs, dans ce pays sont beaucoup moins caricaturaux que le MEDEF et ont compris depuis longtemps qu'ils avaient besoin d'interlocuteurs syndicaux, besoin de représentation du personnel pour asseoir la cohésion sociale et pour favoriser l'attractivité de leur métier et de leur activité, et puis pour avoir des instances de dialogue et de négociation collective pour accéder à des outils de souplesse qui leur sont aujourd'hui très largement fermés. Ce qui est formidable, c'est qu'on sait que l'artisanat est le premier employeur de France et que celui qui fait la pluie et le beau temps, c'est le MEDEF. À quand une vraie représentativité patronale calculée sur... quels que soient les critères, et je ne pense pas que ceux qui ont été sortis là soient les meilleurs, mais bon, il en fallait. Mais le MEDEF va encore faire la pluie et le beau temps. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit bien quand on tire la question des seuils sociaux, on fait dérouler toutes les questions essentielles du droit du travail et des relations collectives, et en particulier une question qu'on ne peut plus éluder aujourd'hui, qui est celle de la représentativité patronale et de la mesure de la représentativité patronale. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien ces sujets que 2008, la loi de 2008, est une loi assez révolutionnaire, pose le principe d'une représentativité syndicale qui est fonction du vote des salariés. C'est rien d'autre que l'application des règles démocratiques élémentaires aux relations sociales. Il n'existe toujours rien de ce type s'agissant de la représentativité patronale. Le MEDEF aujourd'hui est assez largement tout puissant dans les négociations interprofessionnelles, représente à lui seul une écrasante majorité du patronat
de droit, alors que de fait, il est loin d'être représentatif de l'ensemble de ces structures. On le voit bien avec les tiraillements entre la CGPME, l'UPA et le MEDEF. C'est surtout qu'il est loin d'être représentatif des plus gros contributeurs en impôts, puisque c'est encore là qu'il y a les meilleurs optimiseurs fiscaux au MEDEF, alors que les petits artisans, eux, contribuent largement en impôts sur les Alors on sociétés. va vous répondre que c'est pas le système d'imposition et la masse des impôts qui détermine la représentativité syndicale. Je crois que ou patronale. Ce qui doit déterminer une représentativité, c'est d'abord le vote. Le vote des entrepreneurs qui doivent pouvoir voter pour un scrutin qui détermine une représentativité. Et ça, c'est ce à quoi s'oppose radicalement le MEDEF, qui a un nombre d'adhérents important, mais pas si écrasant que ça au regard de ce que sont ces En nombre de salariés, oui, mais en nombre de patrons, peut-être certainement moins que l'UPA. Exactement. Et donc le vote, évidemment, il ne veut pas en entendre parler. Alors lui, il est plutôt sur l'idée de fonder la représentativité patronale sur le nombre... sur les nombres d'adhérents dans les organisations. Sachant qu'on peut adhérer à plusieurs. Voilà, exactement. C'est formidable. Alors, Jean-Frédéric Poisson, qui a travaillé là-dessus, avait expliqué qu'effectivement, c'était très compliqué dans les branches patronales, parce qu'on comprend bien que pour négocier, l'hôtellerie de haute montagne ou l'hôtellerie de plein air représente que quelques-uns et qu'il va bien falloir les rattacher à une branche patronale quelconque. Donc il fallait pouvoir les faire voter et qu'ils n'avaient pas trouvé mieux à l'époque. Donc on s'aperçoit que les recettes de l'ancienne équipe, de l'ancienne majorité, servent à la nouvelle. Et c'est un peu là qu'on est dans le doute. Nous qui attendions le changement pour maintenant. On attendrait, ce serait un très bon signal d'engager la discussion au niveau interprofessionnel sur une vraie réforme de la représentativité patronale, ou la mise en place d'un système démocratique de mesure de la représentativité patronale. Ça, ce serait un enjeu tout à fait essentiel et qui aurait une incidence sur tous les sujets dont on parle aujourd'hui, y compris les négociations de branche et interprofessionnelles. À militer chacun dans notre camp pour une représentativité syndicale globale, qu'elle soit patronale et celle de salariés, pour qu'elles approchent au plus de la réalité du terrain et des désirs des salariés. Oui, on ne peut pas nécessairement transposer complètement les règles de la représentativité syndicale à la représentativité patronale. La représentativité syndicale a une particularité. Quand vous êtes dans une entreprise ou une branche, vous devez mesurer le poids de salariés que vous représentez. En face, vous avez un patron qui, lui, valide dans l'entreprise ou non l'accord collectif. Donc ce n'est pas exactement les mêmes mécanismes, notamment quant à la validation des accords collectifs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut trouver un système qui soit démocratique. Est-ce qu'il est fondé sur le nombre de votants pour les organisations syndicales ou une prise en compte de ces votants? Est-ce qu'il est fondé sur le nombre d'adhérents de ces organisations? Est-ce que c'est un panachage des deux? Ce qui est certain, c'est qu'il faut avancer vers un système plus démocratique. Merci Étienne, merci et puis à très vite. Et merci de cette fidélité à Salon CE. Merci, à bientôt.